Des années 40 jusqu'aux années 80, la Pacific Southwest Airlines, basée à San Diego, pouvait être considérée comme le transporteur aérien de facto de la Californie. Avec sa livrée aux couleurs du coucher du soleil et ses avions arborant un sourire joyeux, les appareils de la PSA étaient une vue populaire tout le long de la côte ouest des États-Unis. Et c'est en fait leur modèle d'exploitation qui a fini par inspirer l'actuel géant Southwest Airlines. En septembre 1978, la PSA se préparait à la déréglementation de l'industrie aéronautique, période de changement pour la compagnie. Quelque chose qui finirait par mener la compagnie à la faillite. Mais bien sûr, personne ne le savait à l'époque. Tôt le matin du 25 septembre de cette année-là, un équipage de la PSA est arrivé à la porte d'embarquement à Sacramento, prêts à faire voler leur grand Boeing 727 orange et blanc jusqu'à San Diego avec une courte escale à Los Angeles. Au centre, un commandant de 42 ans, pilote à la PSA depuis 17 ans, était aux commandes. À ce moment-là et pendant cette période, il avait accumulé plus de 14 300 heures de vol, dont un impressionnant total de 10 482 heures sur le 727. Le copilote était également expérimenté, avec un total de 10 000 heures de vol, dont 5 800 sur le 727 au cours de ses 9 années chez PSA. L'équipage comptait aussi un mécanicien navigant chez PSA depuis 11 ans, avec 10 800 heures d'expérience, dont plus de 6 500 sur le 727. Ce n'étaient donc pas des débutants. Au contraire, ils formaient probablement l'un des équipages les plus expérimentés de l'époque. Pendant l'embarquement des passagers, les pilotes faisaient les vérifications pré-vol et examinaient les documents de dispatch. Et cela montrait que leur avion, âgé de 10 ans, était en bon état de fonctionnement et que la météo à leur destination était excellente. Une journée idéale, sans nuages, dans le sud de la Californie, parfaite pour piloter. Le reste de la préparation s'est ensuite déroulé de manière tout à fait routinière, suivi d'un décollage normal depuis Sacramento et d'un vol très agréable en direction de Los Angeles. Vers 8 heures du matin, le vol a atterri à LAX où certains passagers sont descendus et d'autres montés pour la suite vers San Diego. Le manifeste pour ce vol comprenait 4 agents de bord et 128 passagers, mais 29 d'entre eux étaient en réalité des employés de PSA, ce qui faisait de ce vol une véritable fête d'entreprise. Avec 135 passagers et membres d'équipage à bord. Les pilotes ont fait rouler leur Boeing 727 depuis la porte d'embarquement pour la seconde fois et étaient déjà en l'air lorsqu'à 08h34, l'aéroport international de Los Angeles et ce qui était alors le Lindbergh Field de San Diego, qui n'était qu'à environ 100 miles nautiques de distance. Le vol devait donc durer un peu plus d'une demi-heure, même après les manœuvres dans l'espace aérien encombré autour des deux aéroports. Aujourd'hui, LAX et l'aéroport international de San Diego appartiennent tous deux au vaste tracon du sud de la Californie. Un centre de contrôle d'approche unifié qui gère les avions depuis les niveaux de vol supérieurs, puis les guide vers les nombreux aéroports de la région. En 1978, le contrôle du trafic aérien au niveau inférieur près de San Diego était géré par le centre d'approche de San Diego à la base aéronavale de Miramar. Et ils appliquaient une nouvelle zone de service radar terminal, ou Terminal Radar Service Area, centrée sur l'aéroport de Lindbergh Field. À l'intérieur de cette Terminal Radar Service Area, qui s'étendait de 4 000 à 8 000 pieds, les contrôleurs aériens fournissaient des guidages radars et des séquences d'approche pour tout le trafic en régime de vol aux instruments, ce qui incluait évidemment tous les avions de ligne, mais aussi les vols à vue participants, c'est-à-dire le trafic opérant en régime de vol à vue. Sous la Terminal Radar Service Area, chaque aéroport avait, et a d'ailleurs toujours, sa propre zone de contrôle locale. Mais en 1978, les limites entre ces zones n'étaient pas très bien définies. Par exemple, la zone de responsabilité de la tour Lindbergh chevauchait celle de Montgomery Field, un aéroport d'aviation générale équipé d'une tour de contrôle située à moins de 6 000 nautiques au nord de Lindbergh. En plus de ces petites différences, les transferts entre l'approche de San Diego et les différentes tours étaient également très mal standardisés. Et cela était probablement dû au fait que la Terminal Radar Service Area était si récente que les transferts ne se faisaient pas toujours exactement à la limite des 4000 pieds de la Terminal Radar Service Area, ce qui vaut la peine d'être rappelé ici. Quoi qu'il en soit, cette histoire commence réellement à 0856 lorsque les pilotes du vol PSA 182 descendaient vers 7000 pieds à l'intérieur de la Terminal Radar Service Area de San Diego. Le copilote était le pilote en fonction sur ce tronçon, tandis que le commandant de bord était le pilote surveillant.
et le mécanicien navigant était à ce moment-là en train de parler au contrôleur des opérations PSA pour les préparer à l'arrivée du vol. Outre les 3 pilotes en service, un pilote PSA hors service était aussi assis sur le strapontin. Et il discutait avec le commandant de bord de sujets non opérationnels comme les contrats et les assurances, alors que la descente se poursuivait. Aujourd'hui, il est interdit pour nous, les pilotes, d'avoir des conversations hors sujet en dessous de 10 000 pieds, et parfois même à des altitudes supérieures, à cause de la règle du cockpit stérile. Mais cette règle n'existait pas encore en 1978. La gestion des radios revient normalement au pilote surveillant, ici le commandant de bord. Les transcriptions de l'enregistreur de la voix du cockpit montrent que le copilote passait la plupart des appels radio tout en pilotant l'avion. Quoi qu'il en soit, à 08h57, le copilote a signalé qu'il avait l'aéroport en vue. Ce qui, encore aujourd'hui, est une manière courante pour les pilotes de demander une approche à vue, c'est-à-dire une approche souvent plus serrée, effectuée en utilisant des repères visuels plutôt que les instruments. En entendant cela, le contrôleur aérien a rapidement autorisé l'approche à vue sur la piste 27 à Lindbergh Field. À l'époque, l'aéroport n'avait qu'une piste, la 09A27. Seule la 09 possédait un système d'atterrissage aux instruments. Et la piste 27 n'autorise en fait que des approches à vue. Et cela est toujours le cas aujourd'hui, en raison de la présence de reliefs et de bâtiments très proches de son seuil d'arrivée. Heureusement, comme je l'ai mentionné plus tôt, la visibilité ce jour-là était pratiquement illimitée. Les pilotes anticipaient une approche visuelle simple qu'ils avaient sans doute déjà réalisée de nombreuses fois. Le vol 182 arrivant du nord-ouest, il devait tourner à gauche pour s'aligner en vent arrière, dépasser l'aéroport, puis tourner à droite pour l'étape de base. Puis à droite pour s'aligner en finale, c'est un circuit d'aérodrome standard. C'est donc ce à quoi les pilotes se préparaient également maintenant. Quelques minutes durant, l'enregistreur a capté les échanges entre le commandant de bord, la personne sur le strapontin, l'ingénieur de vol et les opérations, avec presque aucun commentaire du copilote. Le changement est survenu à 08h59 quand les pilotes ont arrêté de parler pour faire la checklist d'approche. Juste après cela, le contrôleur d'approche de San Diego a contacté le vol avec ce qu'on appelle un avis de trafic. Trafic, 12h, 1000, cap au nord. Le commandant a répondu qu'il cherchait, puis le contrôleur a signalé un autre trafic. Également, à 12h, 3000, juste au nord du terrain, cap nord-est, un Cessna 172 montant en vol à vue à partir de 1400 pieds. Maintenant, les événements allaient rapidement s'accélérer, alors faisons une pause ici un instant et parlons un peu de ce que faisait le contrôleur dans cette situation. Vous voyez, lorsque 2 avions évoluant dans un espace aérien contrôlé par radar s'approchent à une certaine distance l'un de l'autre ou sont susceptibles de croiser leur trajectoire, les contrôleurs aériens diffusent des avis de trafic pour renforcer la conscience spatiale des pilotes face à ces menaces potentielles. Il est normal de recevoir plusieurs avis de trafic en descendant dans un espace terminal très fréquenté. Surtout s'il y a plusieurs aéroports à proximité ou si la zone compte beaucoup d'avions légers en vol. Lorsqu'un contrôleur aérien donne un avis de trafic, il précise la position, le cap, l'altitude et, si possible, le type d'appareil. Et les pilotes doivent ensuite indiquer s'ils ont le trafic signalé en vue. S'ils ne l'ont pas en vue, eh bien, la suite dépendra un peu de la période dont on parle. Aujourd'hui, lorsqu'ils sont sous contrôle radar, ces avis servent principalement à la prise de conscience, puis à la séparation, sauf quelques exceptions. Aux États-Unis, en 1978, il était courant que les contrôleurs répondent à un appel de trafic en vue des pilotes, en donnant une instruction de suivi pour maintenir la séparation visuelle ou propre. Cela signifiait, et signifie toujours en fait, que les pilotes seraient désormais responsables de garder le trafic en vue, et de s'assurer qu'ils ne s'en approchent pas trop. C'est quelque chose que nous devons déjà faire dans une certaine mesure lorsque nous volons en conditions de vol à vue de toute façon, puisque l'on s'attend toujours à ce que nous fassions preuve de vigilance quoi qu'il arrive. Ce principe de voir et d'éviter le trafic est à la base de toutes les formes de séparation. Mais ce principe, souvent à lui seul, ne fournit pas une garantie suffisante contre les collisions, car la vision et la perception humaine sont loin d'être parfaites. Nous pourrions, par exemple, perdre de vue le trafic, ou il pourrait se trouver à un endroit où nous ne pouvons pas le voir, ou bien nous pourrions simplement le manquer pour une raison quelconque.
C'est l'une des raisons pour lesquelles les contrôleurs aériens disposent d'un radar, afin d'offrir une redondance à nous, pauvres pilotes, qui scrutons depuis nos cockpits. Mais à l'époque de cette histoire, il subsistait encore pas mal d'incertitudes quant à la quantité exacte d'assistance que les contrôleurs radars devaient fournir. Ils étaient, par exemple, autorisés à demander aux avions de maintenir une séparation visuelle entre eux, si au moins l'un des avions signalait avoir l'autre en vue. Et cela avait souvent tendance à être l'avion qui dépassait, puisqu'il est généralement difficile de voir ce qui se passe derrière soi. Légalement, cette autorisation exonérait le contrôleur de toute responsabilité sur la séparation de ces deux avions, à moins que les pilotes de l'avion en train de dépasser ne signalent qu'ils ont perdu de vue le trafic. Les règles de séparation visuelle reposaient sur la priorité, rendant l'avion dépassant responsable d'éviter l'autre trafic. Donc, si une collision devait se produire, alors l'équipage de l'avion en train de dépasser serait généralement jugé responsable. Mais ces règles avaient été rédigées à une époque antérieure au développement des avions de ligne à réaction. Elles ne prenaient donc absolument pas en compte leurs besoins. Le concept de priorité imposait la responsabilité de séparation à l'avion le moins manœuvrable et le plus difficile à piloter. Ce qui, évidemment, n'avait guère de sens si le but était d'assurer la séparation de façon plus efficace. Mais cela permettait aux contrôleurs de demander aux pilotes de ligne de garder la séparation visuelle avec un avion léger. Et c'était alors aux pilotes du jet de décider comment faire cela au mieux et quelle devait réellement être la marge de séparation. Tout cela se faisait sans les systèmes modernes d'évitement de collision, d'affichage du trafic ou d'avis automatique de résolution de conflits. Il est aussi important de noter que, même avec l'autorisation de séparation visuelle, les pilotes pensaient que les contrôleurs aériens les surveillaient au radar quand il était disponible. Cela me paraît une supposition raisonnable. Et des études ont montré plus tard qu'en raison de cette supposition, les pilotes avaient tendance à relâcher un peu leur surveillance du trafic lorsqu'ils étaient sous contrôle radar. Mais en même temps, les contrôleurs avaient également tendance à relâcher leur vigilance. Après une séparation visuelle, une autorisation avait été donnée, ce qui signifiait qu'en gros, personne ne prêtait une attention totale. Donc, je suppose que vous voyez le problème ici. Cette pratique plaçait les équipages des avions de ligne dans une situation de voir et éviter, dans un espace aérien où une séparation redondante basée sur le contrôle aérien était possible, mais soudainement pas pleinement utilisée. Maintenant, avant de continuer, je veux aussi parler de l'avion qui a été mentionné dans cet avis de trafic pour le vol PSA 182. C'était un Cessna 172 monomoteur de Gibbs Flight Center, une école de pilotage à Montgomery Field. Rappelez-vous, c'était l'aéroport d'aviation générale que j'ai mentionné plus tôt. Le pilote, âgé de 35 ans et fort de 400 heures de vol, s'entraînait pour obtenir sa qualification de vol aux instruments afin de pouvoir voler par mauvaise visibilité. Mais comme la visibilité ce jour-là était illimitée, il portait un capot d'entraînement conçu pour bloquer sa vue sur tout, sauf sur les instruments devant lui. C'est quelque chose que tous ceux qui ont suivi une formation au vol aux instruments reconnaîtront sûrement. Ce n'est pas une expérience utilisateur très agréable, mais c'est extrêmement efficace. Dans tous les cas, ce jour-là, il était supervisé par un instructeur de 32 ans, fort, de 5100 heures de vol, et instructeur depuis 1 an. Le duo venait de faire 2 approches d'entraînement avec toucher décollé sur la piste 09 à Lindbergh Field, à contresens du trafic d'atterrissage. Aujourd'hui, cela paraît fou, car l'aéroport international de San Diego est désormais le plus fréquenté à piste unique des États-Unis. Tout avion souhaitant faire des touchés décollés à contresens du trafic actuel doit désormais attendre des heures. Si tant est que ce soit possible, mais j'imagine qu'à l'époque, c'était un autre monde. À 08h57, les pilotes du Cessna avaient fini leur 2e approche d'entraînement et mis fin à leur session pour retourner à Montgomery Field. Ils montaient désormais vers le nord-est. Après avoir signalé leur position, la tour Lindbergh les avait transférés à San Diego. Contrôle d'approche. Et à 08h59, les pilotes ont informé le contrôleur d'approche qu'ils se dirigeaient vers le nord-est en montée vers 1500 pieds. Le contrôleur d'approche a alors confirmé le contact radar et a demandé au Cessna de maintenir les règles de vol à vue à une altitude inférieure ou égale à 3500 pieds. Et aussi de maintenir un cap de 070 degrés.
Ce qui était étrange ici, c'est qu'un avion à cette altitude n'entrerait jamais dans la Terminal Radar Service Area, qui commençait à 4000 pieds. Vous vous souvenez? Donc, selon les règles modernes du contrôle aérien, il ne serait pas du tout sous la juridiction du contrôle d'approche, à moins qu'une altitude de transfert standardisée en dessous de 3500 pieds ait été établie. Un membre du conseil du NTSB a jugé cela indésirable, sans que personne puisse expliquer pourquoi c'était autorisé. Ce qui me fait penser que ce n'était probablement pas si inhabituel que ça à l'époque. À ce stade, ce n'était pas encore un problème, car le contrôleur d'approche parlait toujours à la fois au Cessna et au vol 182. Donc, lorsqu'il a vu que les deux avions allaient finir par se croiser, il a simplement donné au 727 cette consigne de circulation dont j'ai parlé plus tôt. Quelques secondes plus tard, le copilote a également repéré un avion droit devant et a dit à ses collègues « OK, on a ce 12-là aussi ». Par mesure de sécurité, le contrôleur d'approche a ensuite réitéré la consigne de circulation quelques instants plus tard, en précisant que l'avion en question était toujours à leur position de midi. À 3 miles maintenant, montant à 1700 pieds. Maintenant, midi fait référence à un modèle que nous utilisons en aviation pour expliquer la position relative des éléments. Où midi est droit devant et 3 heures est sur notre droite, et ainsi de suite. Dans le cockpit, le copilote a dit « Je l'ai » et le commandant a signalé « Trafic en vue ». Et une fois que le contrôleur d'approche a entendu cela, il a demandé au vol 182 de maintenir la séparation visuelle avec le Cessna et de contacter également la tour de Lindbergh pour leur autorisation d'atterrissage. Le commandant de bord l'a confirmé, ce qui signifiait aussi que les deux avions seraient maintenant sur des fréquences radio différentes. Maintenant, je n'accepterai probablement pas la séparation visuelle d'un avion en vol à vue en dessous de moi dans ces circonstances, à moins qu'il ne suive une trajectoire très connue. Mais ce n'est que mon avis personnel. Il y a certainement des pilotes qui l'auraient fait, et à l'époque, c'était probablement la norme. Le vol 182 a changé sa radio pour la fréquence de la tour Lindbergh et amorcé un virage à gauche pour s'aligner sur la branche vent arrière, cap environ 0,9 degrés, tout en descendant de 3200 pieds. Maintenant, la zone de la branche vent arrière se trouvait dans cette zone de chevauchement non clarifiée entre les tours Lindbergh et Montgomery que j'ai mentionné précédemment. D'après les consignes du centre de contrôle d'approche de San Diego, les contrôleurs ne devaient pas autoriser les vols vers Lindbergh en dessous du plancher de 4000 pieds du Terminal Radar Service Area, tant qu'ils survolaient l'espace aérien de Montgomery, incluant la zone de chevauchement avec celui de Lindbergh, sauf s'ils s'étaient d'abord coordonnés avec la tour de Montgomery. Le personnel du centre de contrôle d'approche de San Diego a indiqué qu'il séparait la zone de chevauchement en deux. La zone au sud de cette ligne relevait de la tour de Lindbergh, celle au nord de Montgomery. Même s'il n'existait en réalité aucune lettre d'accord officielle à ce sujet. Le but de maintenir les avions au-dessus de 4000 pieds dans cette zone était d'assurer la séparation entre les avions en approche de Lindbergh Field et ceux dans le circuit de trafic de Montgomery, ce qui techniquement n'incluait pas encore ce Cessna de l'école de pilotage Gibbs, mais seulement parce qu'il n'avait pas encore contacté la tour de Montgomery. Cependant, San Diego a permis au vol 182 d'effectuer l'approche à vue sans restriction d'altitude, le laissant traverser l'espace aérien de Montgomery sous 4000 pieds. Mais c'est probablement quelque chose qu'il faisait tous les jours. Cela signifiait cependant que l'avion de ligne allait maintenant pénétrer dans l'espace aérien où se trouvait déjà le Cessna. Si cette règle des 4000 pieds avait été bien respectée, alors tout ce que je m'apprête à vous raconter aurait pu être évité. Mais ce ne fut pas le cas. Les pilotes du vol 182 se préparaient pour l'approche à vue en cherchant aussi le trafic. Le contrôleur d'approche a contacté le Cessna et a signalé qu'il y avait un Boeing 727 de la PSA à sa position 6 heures, c'est-à-dire derrière lui, se dirigeant vers l'est, et que ses pilotes l'avaient en visuel. Le pilote du Cessna a accusé réception, mais n'avait pas à agir légalement car l'avion qui les dépassait gardait la séparation visuelle. Comme dit plus tôt, le Cessna et le vol 182 étaient en contact avec deux contrôleurs différents, bien qu'ils partagent le même espace aérien. Quelque chose qui n'arriverait probablement jamais aujourd'hui. À bord du vol 182, les pilotes préparent l'atterrissage en sélectionnant d'abord les volets 2 puis 5. En approche à vue, il est essentiel de garder le terrain d'atterrissage en vue.
Ainsi, le copilote, qui était celui qui avait effectivement déclaré avoir le Cessna en vue, était maintenant aussi celui qui regardait le terrain, évaluant comment manœuvrer son avion pour l'approche. Peu après le contact du vol 182 avec la tour de Lindbergh, le contrôleur aérien les a informés. Trafic, 12 heures, 1 mille, un Cessna. Mais pendant les 20 secondes qui s'étaient écoulées depuis l'avis de trafic précédent, il semble que les pilotes aient maintenant perdu de vue le Cessna, en raison de plusieurs facteurs différents. Tout d'abord, la transcription du CVR montre, comme je l'ai mentionné, que c'est le copilote qui avait initialement aperçu le trafic. Mais il était aussi le pilote en fonction, et il parlait également beaucoup à la radio. Il est donc douteux qu'il ait eu la capacité supplémentaire de surveiller le trafic à l'extérieur tout en regardant l'aérodrome. Maintenant, l'ingénieur de vol était théoriquement censé aider à surveiller le trafic ici, mais il avait pris du retard pour commencer ses tâches avant l'atterrissage et était donc encore en train de parler avec les opérations. Et pour être tout à fait honnête, je doute qu'il aurait pu voir grand-chose depuis sa position de toute façon. Assis derrière les deux pilotes, il voyait le Cessna en dessous d'eux. La deuxième raison pour laquelle ils ont peut-être perdu de vue le Cessna est que quelques secondes avant le dernier avis de circulation du contrôleur aérien, le Cessna avait effectué un virage à droite passant d'un cap 070 à 090 degrés, sans autorisation. Or, le contrôleur d'approche leur avait demandé de maintenir le cap 070. Ils devaient signaler leur intention de tourner, mais cela n'a pas été fait pour une raison inconnue. Sans enregistreur vocal dans le Cessna, nous ignorons pourquoi le pilote a changé de route, ni pourquoi l'instructeur n'a pas corrigé l'erreur ou averti le contrôle aérien. Ce virage non autorisé fait que le Cessna volait désormais plein est dans la même direction que le vol 182, mais à une vitesse bien inférieure. Ce qui signifiait également que le 727 les rattrapait rapidement par l'arrière, tout en descendant. Cela signifiait également que le Cessna aurait été pratiquement immobile dans les pare-brises des pilotes, rendant la petite silhouette blanche presque impossible à distinguer. Sur le fond des maisons et des quartiers urbains en contrebas. Lorsque nous, les pilotes, scrutons le trafic, nous le faisons en divisant les pare-brises en sections, puis en balayant chaque section à tour de rôle pour essayer de repérer les feux anti-collision ou un mouvement relatif. Mais dans un cas comme celui-ci, cela n'aurait pas vraiment aidé car il ne bougeait pas. De plus, les règles pour formuler un avis de trafic exigent que le contrôleur aérien indique le cap du trafic, ce qu'il n'a pas fait dans ce cas. Les pilotes du 727 ignoraient qu'ils approchaient alors du Cessna par-dessus et par l'arrière, sur la même trajectoire. La quatrième raison possible pour laquelle ils ne l'ont pas vu concerne la façon dont les pilotes avaient réglé leur siège. Le cockpit du 727 est conçu en supposant que les yeux du pilote soient à la hauteur de vision de conception. Et le cockpit comprenait donc un point de référence pour aider les pilotes à régler leur siège afin d'atteindre cette hauteur. Plusieurs pilotes de la PSA ont ensuite indiqué préférer placer leur siège un peu plus bas et en arrière que le point de référence de hauteur de vision. Cela leur offrait une meilleure vue sur les instruments sous la casquette anti-reflet, ce qui s'est avéré ensuite inutile. Mais les habitudes ont la vie dure. Maintenant, si les pilotes à bord du vol 182 avaient effectivement réglé leur siège en dessous du point de référence de conception, eh bien, alors le Cessna aurait pu disparaître sous le niveau de leurs essuie-glaces. Mais nous ne savons pas si cela a réellement été un facteur ici. Dans tous les cas, les pilotes du Cessna n'auraient eu aucune chance de voir le 727 puisqu'il arrivait maintenant directement derrière eux. Et il se peut aussi que le pilote en fonction portait encore sa cagoule. Donc, tous ces facteurs montrent clairement pourquoi la technique « voir et éviter » pour maintenir la séparation du trafic est si faillible. Il y a tout simplement trop de raisons. Vous pourriez ne pas voir ou perdre de vue un autre avion, même s'il est devant vous par une journée claire. Après quelques secondes passées à chercher le Cessna sans succès, le commandant de bord a demandé à ses collègues « Est-ce celui-là qu'on regarde ?» Et le copilote a répondu « Oui, mais je ne le vois plus maintenant. » Le commandant a alors indiqué au contrôleur « D'accord, nous l'avions il y a 1 minute. » Et le contrôleur aérien a répondu « Reçu », ce à quoi le commandant de bord a ajouté « Je pense qu'il est passé sur notre droite. » Et ici, un malentendu critique s'est produit, tout cela à cause d'une seule syllabe. On l'entend sur les enregistrements de la tour de contrôle. Il semblait que le commandant disait « passant », mais l'enregistreur du cockpit a révélé qu'il avait sans doute dit « passé ».
Comme au passé, le Cessna n'était pas passé sur la droite. En fait, il était toujours juste devant eux, donc il était clair qu'ils n'avaient aucune idée de l'endroit où se trouvait le Cessna. Mais lorsque le contrôleur aérien a entendu « passant », il a cru que les pilotes surveillaient le Cessna en le dépassant. Il ne pouvait pas vérifier si les deux avions gardaient une séparation suffisante. Parce que l'écran radar dans la tour n'était pas capable d'afficher de données alphanumériques ni d'indications d'altitude. Donc, à sa connaissance, les pilotes du 727 avaient le Cessna en vue, et c'est là que s'arrêtaient ses responsabilités. Mais dans le cockpit, le commandant de bord a alors dit qu'il était juste là-bas. Il y a une minute, montrant qu'il cherchait toujours le Cessna et qu'il ne le voyait clairement pas. Peu après, le contrôleur a autorisé l'atterrissage du vol 182 qui a accusé réception, tandis que le pilote cherchait toujours le Cessna. À 9h, 1 minute, 11 secondes, le copilote a demandé « Sommes-nous dégagés de ce Cessna ?» L'ingénieur de vol a répondu « On est censé l'être. » Le commandant « Je suppose. » et le passager « J'espère. » Le commandant de bord a dit « Avant que nous virions vent arrière, je l'ai vu à 1h. Il est sûrement derrière nous maintenant. » Mais le Cessna n'avait jamais été à sa position d'1h. Avant de passer vent arrière, il était à 11h. Il y a donc eu par la suite des questions pour savoir s'il parlait bien du même avion ou s'il s'était simplement trompé de direction. Cette question a de nouveau été soulevée quelques secondes plus tard, lorsque le copilote a dit « Il y en a un en dessous, hein ?» Et ensuite, je regardais celui qui arrivait là-bas. À ce moment-là, seul le Cessna volait sous eux, hors de leur vue, et aucun autre avion n'approchait d'un aéroport voisin. L'enquête a analysé 16 témoignages sur un troisième avion près du 727 et du Cessna, mais aucun ne concordait avec les autres. Le relevé radar n'indiquait pas non plus la présence d'un troisième avion. Donc le rapport du National Transportation Safety Board a conclu qu'il n'y avait pas de troisième avion. Un membre du conseil est toutefois resté en désaccord, jugeant qu'un troisième avion expliquait mieux les propos de l'équipage. Mais dans tous les cas, tout ce que nous savons, c'est que quoi que ces pilotes aient cru voir, ce n'était pas un Cessna. À ce moment, une alerte de conflit s'est déclenchée dans l'installation de contrôle d'approche. Comme l'ordinateur prévoyait que le vol 182 et le Cessna allèrent se croiser à moins de 375 pieds verticalement et à 12 milles nautiques latéralement dans les 40 prochaines secondes. Puisque le contrôleur d'approche était toujours en contact avec le Cessna, les procédures d'exploitation standard exigeaient en fait qu'il intervienne et tente de résoudre le conflit. Mais il s'avère que cette règle en particulier n'était tout simplement pas vraiment appliquée de manière stricte. Vous voyez, le système d'alerte de conflit n'avait été installé que le mois précédent, et depuis, il avait généré environ 13 alertes par jour. La plupart d'entre elles ne nécessitaient aucune résolution, car il était évident pour les contrôleurs qu'aucun conflit n'existait. Il était également courant que des alertes soient générées par des avions qui se voyaient mutuellement, car le pilote estimait souvent une distance de séparation sûre inférieure aux critères d'alerte. Certains pilotes ont affirmé qu'ils étaient prêts à voler à un demi-mile d'un autre avion, tant qu'ils le voyaient. C'est fou pour moi, parce que si je volais aussi près d'un autre avion aujourd'hui, il y aurait sûrement une enquête pour comprendre ce qui s'est passé, et mon système d'alerte de trafic et d'évitement de collision hurlerait probablement à plein volume. Mais, comme je l'ai dit, c'était une autre époque. En somme, le contrôleur d'approche était désormais habitué à l'alerte qui retentissait sans cesse. Le dernier message entendu du vol 182 était qu'il voyait le Cessna. Il en a donc conclu qu'aucune action n'était nécessaire. Ceci illustre parfaitement pourquoi éliminer les alertes intempestives est crucial dans la conception des systèmes d'alerte. Dès que les gens ignorent un avertissement, il ne sert plus à rien. C'est vraiment aussi simple que ça. Le rapport final a d'abord accepté que le contrôleur aérien n'était pas obligé d'agir. Mais le membre dissident du conseil du National Transportation Safety Board a de nouveau souligné de vrais problèmes à ce sujet. L'hypothèse du contrôleur aérien reposait sur le fait que l'équipage du 727 avait indiqué voir le Cessna plus d'une minute plus tôt, ce qui est en fait assez long dans une situation comme celle-ci. Et l'avion avait également quitté sa fréquence depuis ce moment-là. Il n'avait donc vraiment aucun moyen d'être certain qu'il maintenait toujours la séparation visuelle.
Deuxièmement, le fait que les avions convergèrent sur son écran et que l'alerte de conflit se déclenchait signifiait qu'un conflit existait bel et bien. Qu'il pense ou non que les équipages maintenaient la séparation visuelle, il était donc tenu de résoudre le conflit. Cela, hypothétiquement, aurait pu être fait en demandant au Cessna de prendre des mesures d'évitement, ou en appelant le contrôleur Tour pour lui demander d'ordonner au 727 de virer. Mais parce que la culture entourant l'utilisation des systèmes d'alerte de conflit et du radar en général le prédisposait à ne pas voir le conflit comme étant son problème, il n'a finalement rien fait. Le contrôleur a ensuite dit qu'il n'était pas sûr de l'existence du conflit, car les blocs d'altitude des deux avions se chevauchaient et étaient illisibles. Mais l'enquête a montré qu'il aurait pu les séparer simplement en appuyant sur un bouton. Globalement, cette situation illustre l'échec du centre de contrôle d'approche de San Diego à s'adapter aux nouvelles capacités et obligations liées aux avancées technologiques du contrôle du trafic aérien. Et même si personne ne le comprenait, cet échec avait désormais mis en danger de mort à la fois l'équipage et les passagers du vol 182, ainsi que l'équipage du Cessna. Dans le cockpit du vol 182, les pilotes venaient de sortir le train d'atterrissage quand le commandant a soudain crié après avoir vu quelque chose du coin de l'œil. Apparemment sorti de nulle part, le Cessna est alors apparu sous la ligne des fenêtres et a filé le long du côté droit du poste de pilotage, alors que le 727, beaucoup plus rapide, le dépassait maintenant par le dessus et par l'arrière. Le copilote a eu juste le temps de crier par réflexe, mais il n'y avait absolument aucun temps pour une manœuvre d'évitement. Donc à ce moment-là, à 9 heures, l'aile droite du 727 a percuté l'arrière du Cessna, déchiquetant l'avion monomoteur en morceaux et tuant instantanément les deux pilotes à bord. Des morceaux du Cessna ont alors tournoyé vers le sol depuis 2000 pieds, suivis de plusieurs parties de l'aile droite du 727, dont un de ses volets Kruger, et une section de 9 mètres du bord d'attaque de l'aile, qui avait été complètement arraché jusqu'au longeron avant. Pour aggraver encore la situation, le réservoir de carburant du Cessna s'était également logé dans l'aile du 727 et avait pris feu, projetant des flammes dans le sillage du 727 alors qu'il luttait pour continuer son vol. En raison des graves dégâts sur l'aérodynamique de l'aile droite, celle-ci a vite perdu de la portance alors que l'aile gauche fonctionnait bien. Cela a provoqué le début d'un roulis de l'avion, s'inclinant de plus en plus à droite. Le copilote a tenté de contrôler l'avion avec tout l'aileron à gauche, tandis que le commandant disait « Doucement, ma belle » et demandait « Qu'est-ce qu'on a là ?» essayant de ralentir la situation et de comprendre ce qui se passait. Le copilote a seulement dit « On a été touché, mec », soulignant la gravité de la situation. Le commandant de bord a sauté sur la radio et a dit « Tour, nous sommes en train de tomber. » Mais c'est PSA, le contrôleur aérien, a promis d'appeler les secours, c'est-à-dire les véhicules de sauvetage et les camions de pompiers. Mais quoi que fasse maintenant le copilote, l'avion continuait à s'incliner de plus en plus vers la droite, même en actionnant l'aileron à fond en sens inverse pour tenter de reprendre le contrôle. L'inclinaison accrue fit baisser rapidement le nez de l'avion jusqu'à stabilisation du vol 182 dans une spirale descendante mortelle en direction des quartiers densément peuplés en contrebas. Des centaines, voire des milliers, avaient entendu la collision. Et maintenant, ils levaient les yeux juste à temps pour voir le 727 commencer à spiraler vers le sol avec des flammes s'échappant de son aile droite jusqu'à ce qu'il disparaisse finalement derrière les toits. Dans les dernières secondes, l'enregistreur du cockpit a capté les derniers mots des pilotes, lorsqu'ils ont compris qu'il n'y avait plus rien à faire. À 09 heures, 02 minutes, 04 secondes, en piqué à 50 degrés, avec une inclinaison droite de 50 degrés. Le vol PSA 182 s'est écrasé à une intersection de North Park à San Diego. Lorsqu'un avion de ligne s'écrase dans une zone résidentielle, les conséquences sont malheureusement presque toujours horribles. Au moment de l'impact, une énorme explosion a englouti le quartier environnant et des débris en flammes ont été projetés sur plusieurs pâtés de maisons, endommageant ou détruisant 22 bâtiments différents. Au final, les 135 personnes à bord du vol 182 ont toutes péri, ainsi que les 2 occupants du Cessna et 7 personnes au sol. Et cela a fait de cette catastrophe la pire catastrophe aérienne jamais survenue aux États-Unis à l'époque. Le National Transportation Safety Board a d'abord conclu que la cause probable de la collision en vol était l'incapacité des pilotes du 727 à informer clairement le contrôleur aérien qu'ils avaient perdu de vue le Cessna, après avoir déjà accepté la séparation visuelle.
et ils ont mentionné les procédures du contrôleur aérien qui n'a pas utilisé l'équipement disponible comme facteur contributif. Mais, comme je l'ai déjà mentionné, l'un des membres du Conseil n'était pas d'accord et a écrit que les procédures du contrôleur aérien devraient plutôt être considérées comme la cause probable de l'accident. Et cela parce qu'ils avaient permis au contrôleur d'utiliser une méthode de séparation moins efficace alors que des méthodes plus efficaces étaient disponibles. Après la publication du rapport final, l'Association des pilotes de ligne a fait appel avec succès et en 1982, le National Transportation Safety Board a modifié la cause probable pour inclure les conclusions dissidentes. Cet accident a incité la FAA à lancer des recherches qui mèneront plus tard au système moderne d'évitement des collisions, le Traffic Collision Avoidance System. Le National Transportation Safety Board a recommandé que les contrôleurs n'autorisent la séparation visuelle dans les zones terminales que si un pilote la demande spécifiquement. En travaillant sur cette histoire, mon équipe et moi avons remarqué des similitudes entre cet accident et la collision en vol à Washington, District de Columbia. En janvier 2025, les rapports préliminaires indiquent qu'à Washington District de Columbia, un contrôleur a autorisé une séparation visuelle à un hélicoptère Black Hawk croisant un CRJ-700 lors de la collision. Et bien qu'une alerte de conflit ait apparemment été générée dans la tour de contrôle, le radar n'a finalement pas été utilisé pour éviter la collision. Possiblement parce que le pilote du Black Hawk avait déjà signalé que le Canadair RJ était en vue. Maintenant, les procédures uniques utilisées à DC ont également pu faire de ce type de conflit un événement courant, tout comme c'était le cas au Centre de contrôle d'approche de San Diego en 1978. Donc, même si nous attendons évidemment toujours le rapport du NTSB pour identifier toutes les causes et les facteurs contributifs de cet accident, il nous semble qu'il y a peut-être encore des leçons à tirer de l'accident du vol PSA 182. Mais vous pouvez être absolument certain que la FAA, le NTSB et toutes les personnes impliquées dans cette nouvelle enquête feront tout ce qui est en leur pouvoir pour faire toute la lumière sur ce qui s'est passé et d'utiliser ces leçons pour rendre l'aviation encore plus sûre, parce que c'est ce que nous faisons dans cette industrie. Nous continuons toujours d'apprendre de chaque accident, ancien ou récent, soit-il, et c'est aussi pourquoi nous créons ces vidéos. Si cette vidéo vous a plu, découvrez notre bibliothèque avec des centaines d'autres vidéos susceptibles de vous intéresser. Et si vous souhaitez soutenir ce que mon équipe et moi faisons ici, vous pouvez scanner ce code QR ou aller sur patreon.com. Rejoignez /mentorpilot et inscrivez-vous. Cela vous donnera également accès à ma prochaine vidéo avant tout le monde, ce qui est plutôt cool. Je suis Peter Hornfeld, vous regardez Mentor Pilote. Passez une excellente journée et à la prochaine. Au revoir. Et maintenant, je rentre chez moi pour manger du gâteau, parce que, en fait, c'est mon anniversaire aujourd'hui.